tout le monde. Bienvenue à cette conférence de Geneviève Carpentier et Annick Sirard sur la répétition au service de l'apprentissage. Comme vous le savez, les conférences durent environ 1 heure et sont suivies par une période de questions. Je vous invite à mettre vos questions dans le chat, surtout à la fin, pour que les conférencières puissent bien les voir. Alors, Geneviève Carpentier était auparavant une enseignante au primaire dans les écoles québécoises défavorisées. Elle est maintenant professeure agrégée au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Elle est rédactrice de la revue professionnelle Vivre au primaire, ce qui lui permet de promouvoir la vulgarisation de recherches scientifiques. Ses travaux portent sur les pratiques enseignantes, le vécu des élèves et le développement professionnel. Elle mène ses recherches en partenariat avec les milieux scolaires afin de créer des retombées concrètes pour le personnel scolaire et les élèves. Et Annick Sirard, sa co-conférencière, a enseigné le français au secondaire pendant plus de 10 ans. Elle est maintenant conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Samars et participe à différents projets de recherche. Elle s'intéresse à l'amélioration de l'expérience scolaire des élèves et du personnel. Aujourd'hui, Geneviève et Annick nous invitent à repenser la répétition, non plus comme une simple drill, mais comme un véritable levier d'apprentissage porteur de sens et d'engagement pour chaque élève. Leur regard novateur et leur expérience sur le terrain promettent d'inspirer et de transformer nos pratiques de façon bien concrète. Alors, c'est le moment de les accueillir chaleureusement. Bonjour. Foule en délire. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Même si, pour être bien honnête, on ne vous voit pas, puis on ne sait pas vraiment si on parle à une salle pleine ou à 2-3 personnes très motivées. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire un signe de vie dans le chat et surtout à partager vos réflexions en cours de route. On ira vous lire avec plaisir. Donc, on vous propose de commencer par une courte observation. Donc, à l'écran, vous voyez les noms, prénoms et dates de naissance des joueurs de hockey du Canadien de Montréal pour la saison 2025-2026. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Donc, essayons d'observer un peu. Si on regarde les mois de naissance de nos Canadiens, on remarque que plusieurs joueurs sont nés dans les premiers mois de l'année. Regardez bien, janvier, février, mars. Autrement dit, vos Canadiens de Montréal sont majoritairement Capricorne et Poissons. Ce phénomène a été popularisé par Malcolm Gladwell dans son livre Les Prodiges. Il raconte par exemple une fin de partie de la Ligue de hockey junior du majeur du Québec en remplaçant les noms des joueurs par leur date de naissance. Ça donne quelque chose comme 11 mars s'élance du côté du filet, laissant la rondelle à son coéquipier 4 janvier, qui la passe à 22 janvier, qui la remet à 12 mars. Et la scène se poursuit. Et les mois d'hiver dominent presque entièrement la glace. Les joueurs, eux, qui sont nés en octobre, novembre ou décembre, sont beaucoup moins nombreux. Selon les dernières données de 2024 de Guertin-Tardif, c'est environ 10% seulement des joueurs qui sont nés dans les 3 derniers mois de l'année. Pourquoi selon vous? La réponse ici n'est pas le talent, elle n'est pas non plus génétique. Elle tient à quelque chose de beaucoup plus cumulatif. À 4 ou 5 ans, quelques mois d'écart représentent déjà une différence réelle dans notre maturité physique motrice. Donc, les enfants qui sont nés en janvier, par rapport à ceux qui sont nés en décembre, par exemple, ont presque 1 an de plus qu'eux. Ils paraissent donc plus rapides, un peu plus coordonnés, un peu plus forts. Ils ont alors beaucoup plus de chances d'être sélectionnés dans les équipes dites A. Et c'est à partir de ce moment-là que l'écart ne porte plus sur quelques mois. Il porte sur des occasions. Plus de matchs, plus de pratiques, plus de tournois, plus de camps d'été, plus de rétroaction, plus de valorisation, meilleur horaire de temps de glace. Autrement dit, beaucoup plus d'occasions de répéter. Ce que les chercheurs appellent l'effet d'âge relatif ne s'explique pas par une différence initiale. Ça s'explique surtout par l'accumulation d'occasions de pratique dans le temps. À 19 ans, c'est plus les quelques mois d'écart qui font la différence comme à 4-5 ans. C'est les milliers d'heures supplémentaires de répétition structurée qui font la différence. Dans le sport, ça nous semble assez évident. Personne ne s'étonne qu'un joueur de hockey qui pratique davantage progresse davantage.
Mais qu'en est-il à l'école? Si la pratique transforme des trajectoires sportives, qu'est-ce qu'elle fait dans les apprentissages scolaires des enfants? Et qu'est-ce que ça signifie réellement répéter en contexte éducatif? Donc, aujourd'hui, on vous propose de revisiter la répétition. Non pas comme une drille mécanique, mais comme un principe structurant du fonctionnement de la mémoire. Et surtout, comme un levier très accessible pour soutenir le processus d'apprentissage de l'ensemble de nos élèves. Les réflexions qu'on vous propose aujourd'hui ne viennent pas d'un laboratoire isolé. Elles s'inscrivent dans une démarche de recherche qu'on mène en partenariat avec, depuis plusieurs années, des membres du personnel éducatif. Vous en voyez certains défiler à l'écran d'ailleurs. Vous voyez des membres du personnel enseignant, du personnel professionnel, de soutien, des directions d'école, des personnes conseillères pédagogiques. Dans les projets qu'on mène, il y a une question qui est centrale. Comment on peut soutenir les apprentissages pour qu'ils durent dans le temps? Avec les équipes, on a exploré de nombreux thèmes, la zone proximale de développement, l'attention, la coopération, le stress, la rétroaction, et la répétition s'est vraiment imposée très rapidement comme un élément incontournable. Incontournable, mais délicat à aborder. Parce que si la recherche est vraiment ultra robuste par rapport au rôle que joue la répétition dans le processus d'apprentissage, sa traduction dans la pratique, elle, prend des formes qui sont vraiment très différentes. Alors, on s'est posé la question, comment c'est possible d'organiser des occasions de répétition pour qu'elles soutiennent réellement l'apprentissage? Et surtout, comment on peut le faire dans la réalité des classes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec les contraintes qui existent, avec les rythmes différents, avec la diversité des élèves. Alors, dans nos projets, notre objectif n'était pas d'implanter une méthode. C'était vraiment plutôt de prendre les connaissances issues de la recherche, de les soumettre aux personnes avec lesquelles on travaille dans le milieu éducatif et de voir comment c'était possible de traduire certains de ces principes-là dans la pratique, dans des gestes concrets au quotidien. Donc, les ajustements dont on va vous parler aujourd'hui, parce qu'on va vous donner des exemples de ce qui a été fait par des gens dans la pratique, ce ne sont pas des prescriptions. C'est vraiment des pistes qui ont émergé progressivement à force d'expérimentation, d'échanges, d'analyse réflexive avec les gens du milieu. Donc, dans l'atelier, il va y avoir 2 morceaux, 2 façons d'aborder la répétition. Geneviève va nous guider par rapport à ce que la recherche nous dit sur le rôle important que joue la répétition dans la consolidation des apprentissages. Et quand je vais prendre la parole, ça va être pour vous montrer comment les gens du milieu ont traduit en gestes concrets dans leur pratique ces principes issus de la recherche. Et évidemment, vous allez être appelés aussi à réfléchir à votre propre pratique. Donc, c'est parti, Geneviève. Donc, d'abord, pour illustrer le rôle de la répétition dans l'apprentissage, on peut reprendre une image qui a été proposée par le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Une enseignante qui participe à un projet de recherche avec nous, Martine Ricard, a repris la métaphore de Dehaene, puis l'a décliné visuellement en une série d'images qu'on trouvait très parlantes. Donc, l'idée originale de Dehaene est assez simple. On imagine que la mémoire ressemble à une forêt. Au départ, la forêt est dense. Lorsqu'une nouvelle information apparaît, il n'existe encore aucun chemin pour s'y rendre. On avance très difficilement, puis ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais chaque fois qu'on fait le parcours, chaque fois qu'on répète, quelque chose change. On commence à défricher, un passage étroit apparaît dans la végétation. C'est souvent ce moment-là que les élèves trouvent très difficile. Le chemin, il existe, mais il est encore très fragile, très difficile à avancer. À force de repasser au même endroit, le passage devient plus clair. Le sentier, il se stabilise, il y a des repères qui apparaissent, puis retrouver l'information devient plus rapide, plus fiable. Et parfois, à force de faire le passage, le chemin devient très large. On peut presque le parcourir sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. Mais des chemins, ça ne reste pas ouvert tout seul. Si on arrête de les emprunter, tranquillement, la végétation va reprendre le dessus. Les repères qu'on avait deviennent moins visibles. Le passage devient plus difficile à retrouver. C'est pour ça que périodiquement, on doit revenir sur un apprentissage. Ça permet de garder les chemins ouverts. Une autre enseignante, Cindy Cournoyer, a proposé d'ajouter une série d'images à celles qui étaient proposées par Mme Ricard. Elle disait, dans la mémoire, les chemins ne sont pas isolés. Ils doivent se croiser.
Puis ces croisements-là changent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, ils montrent pourquoi les connaissances déjà présentes sont si importantes. Quand je suis en train de faire un nouveau chemin et que ce chemin-là trace ou suit un chemin qui est déjà tracé, ça devient beaucoup plus facile d'y accéder. Donc, le cerveau n'apprend jamais à partir de rien. Il apprend toujours à partir d'un déjà là. Je vais aller accrocher une nouvelle connaissance à quelque chose qui existe déjà. Et ces croisements-là montrent autre chose. La mémoire ne fonctionne pas comme une collection de chemins isolés, mais plutôt comme un réseau. Donc, plus les liens se multiplient entre les connaissances, plus ça va être facile pour moi d'y accéder parce qu'il y a plusieurs chemins différents pour arriver à une même connaissance. Les enseignants qui ont introduit cette métaphore-là du chemin de la forêt dans leur classe s'en servent surtout pour parler du processus d'apprentissage avec leurs élèves. C'est une métaphore qui représente une idée vraiment importante. Pour devenir compétent, ça demande de repasser plusieurs fois par le même chemin. Les élèves dans les classes se sont appropriés cette image-là parce que quand on va dans ces classes-là, ils nous disent « ben là, c'est plus difficile pour moi en ce moment parce que je suis dans une forêt qui est intense ». Plutôt que dense, sont cute. Il y en a d'autres qui nous disent aussi que c'est important qu'ils continuent à se pratiquer parce que le chemin, ils commencent à le voir, là, le petit chemin. C'est une métaphore que les enseignants utilisent aussi dans certaines classes pour faire de l'auto-évaluation, amener les élèves à auto-évaluer où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur parcours. Au début d'un apprentissage ou au milieu d'une période de travail ou encore à la fin d'une leçon, les enseignants vont demander aux élèves de situer leur compréhension. Est-ce qu'on est encore dans la forêt? Est-ce qu'on est plutôt commencé à tracer un sentier ou est-ce qu'on sent qu'on a déjà vraiment bien installé notre chemin? Le fait de mettre des mots sur le processus d'apprentissage avec cette image-là, ça semble avoir des effets importants en classe. Ça contribue, à normaliser l'effort cognitif qui est nécessaire quand on fait des nouveaux apprentissages. Ça aide aussi les élèves à comprendre que la difficulté, c'est pas nécessairement de l'échec. C'est pas nécessairement un signe d'échec. C'est juste quelque chose qui est attendu en processus, en cours de processus. Mais ça rend surtout compréhensible, intelligible le rôle de la répétition dans la progression des apprentissages. À ce moment-là, la répétition, c'est plus juste une exigence scolaire. Fais-le à répétition parce que je te le demande. Mais ça devient un moyen pour les élèves de réellement tracer et aussi d'entretenir les chemins qui vont leur permettre de récupérer en mémoire les connaissances qu'ils ont apprises. À ce stade-ci, je vous propose un court moment, très court moment de réflexion. Prenez un recul. Quand les élèves dans vos classes sont au début d'un apprentissage, quand le chemin est encore difficile à tracer, quand c'est pas encore fluide, puis qu'on voit davantage l'effort que la réussite, là, comment les élèves vivent-ils ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie pour eux, vivre ce début d'apprentissage-là? Et vous, comment vous le vivez, ce moment-là? Et comment ça se manifeste dans la classe? Qu'est-ce que vous voyez se produire? Qu'est-ce que vous entendez se produire? On peut parfois interpréter les moments de début d'apprentissage comme des signes de difficulté ou encore des signes que l'apprentissage ne se fait pas. Mais avec ce qu'on vient de voir ensemble, avec ce que Geneviève vient de nous présenter, ces moments peuvent être compris autrement. Ils peuvent devenir la manifestation des premiers passages sur un chemin qui est encore en train de se construire. Est-ce qu'il y a des idées parmi celles qu'on vient d'explorer sur la répétition, la récupération mémoire, la manière d'utiliser les chemins, les images du chemin dans la forêt qui pourraient nourrir ou faire évoluer votre manière d'aborder ces moments-là avec les élèves en classe? Prenez quelques secondes pour y penser. Avant d'aller plus loin, j'ai un petit mea culpa de cégepienne à faire. La veille, en général, de mes examens de philosophie, j'étais très disciplinée momentanément, mais seulement la veille. Je relisais mes notes, je surlignais, je relisais encore, puis là, je me disais, là, c'est clair, je suis prête. Je comprenais tout faisait du sens. Le lendemain matin, je me relevais très tôt. Je refaisais tout ça. Et quand j'arrivais à l'examen, ça roulait, mes idées sortaient. J'avais l'impression d'avoir des autoroutes. Mais quelques semaines plus tard, même quelques jours plus tard, si on m'avait reposé les mêmes questions,
je me serais vite rendu compte que mes autoroutes avaient disparu, que la forêt était redevenue bien, bien, bien intense. Ce phénomène est très bien documenté en psychologie de la mémoire. Donc, dès la fin du 19e siècle, Ebbingus montre que lorsque les informations ne sont pas réactivées, l'oubli est rapide. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc, lorsqu'on concentre les révisions dans un très court laps de temps, la veille d'un examen, par exemple, on utilise ce que les chercheurs appellent la pratique concentrée dans le temps. Cette stratégie donne une impression de maîtrise. La matière semble familière, est facile à reconnaître, mais cette impression-là, elle est trompeuse parce que l'information est encore très active en mémoire. Mon cerveau n'a pas vraiment à faire d'efforts pour aller la récupérer. Donc, la tâche devient facile. Puis cette facilité-là est souvent interprétée comme un signe d'apprentissage. La pratique regroupée, la pratique concentrée comme ça, bien, ça peut être, oui, la veille d'un examen, mais ça peut être quand pendant 3, 4, 5 jours, je fais quelque chose, après ça, je le réalise, puis j'en parle plus jamais. Bien, je vais avoir concentré la force de ma mémoire et il va y avoir une courbe de l'oubli. Autrement dit, les autoroutes qu'on pensait avoir faites dans les derniers jours ou les dernières heures vont redevenir des sentiers complètement impraticables très, très rapidement. Cette idée est aussi illustrée par une étude classique qui a été menée par Roer et Teller. Dans cette recherche-là, eux, ils ont travaillé avec des étudiants qui devaient apprendre à résoudre différents types de problèmes mathématiques. 2 conditions étaient comparées. Dans la première condition, les problèmes étaient regroupés par type. Les étudiants faisaient, par exemple, plusieurs problèmes d'un même type. Ils voyaient que la même affaire. C'est ce qu'on appelle donc la pratique regroupée. Dans la deuxième condition, les problèmes étaient mélangés. Les étudiants devaient constamment identifier quelle stratégie ils devaient utiliser. Donc, c'est ce que les chercheurs appelaient une pratique entrelacée. Les résultats sont assez contre-intuitifs. Donc, pendant la pratique, les étudiants qui travaillaient avec les problèmes regroupés avaient de bien meilleurs résultats. La colonne bleu foncé. On pourrait donc croire que cette méthode est plus efficace. Mais lorsque les étudiants ont été évalués plus tard, la situation s'est complètement inversée. Les étudiants qui avaient pratiqué avec des problèmes qui étaient entrelacés ont obtenu de bien meilleurs résultats. Donc, certaines stratégies d'apprentissage peuvent sembler moins efficaces pendant la pratique, être plus exigeantes pendant la pratique, mais vont produire des apprentissages qui vont devenir plus durables dans le temps. C'est ce que Robert Bjork appelle des difficultés désirables, des conditions d'apprentissage qui rendent le travail cognitif un peu plus exigeant, mais qui renforcent la mémoire à long terme. Ces résultats de recherche-là ont amené vraiment plusieurs membres du personnel scolaire qu'on a accompagnés à changer leur regard sur un phénomène qu'on a tous rencontré à l'école, l'oubli. Alors, pendant longtemps, ils ont considéré que l'oubli, c'était un problème, un manque d'effort, un manque d'attention, voire un manque de rigueur de la part des élèves. Mais quand ils ont considéré ce qu'on leur a proposé qui venait de la recherche, ils ont comme changé leur lecture de la situation. Si une notion est enseignée, par exemple, en géométrie au mois de novembre d'une année et qu'on n'y revient pas pendant plusieurs mois, voire pas avant le mois de novembre de l'année d'après parce que c'est en novembre qu'on voit la géométrie, c'est pas très surprenant que certaines informations deviennent soudainement moins accessibles avec le temps, puis qu'on se retrouve avec des élèves en classe qui nous disent « j'ai jamais vu ça ». Ça ne signifie pas nécessairement que l'apprentissage en novembre dernier n'a pas été fait. Ça signifie souvent simplement que ça fait longtemps qu'on n'a pas réemprunté ces chemins-là et bien que la broussaille s'est remise à l'intérieur. Et ce que ça a eu comme effet chez nos collègues, c'est qu'ils nous disent l'expliciter ça aux élèves. Ils disent à leurs élèves, au lieu de leur dire, en fait, vous l'avez vu l'année passée, vous devriez vous en souvenir, ce qu'ils leur disent, c'est, non, c'est pas perdu. C'est simplement moins accessible pour le moment. On va rouvrir le chemin ensemble. Cet ajustement-là dans la manière d'interpréter le phénomène normal de l'oubli, ça change plusieurs choses en classe. Les enseignants nous disent être beaucoup moins frustrés ou sentir moins de frustration quand ils sont obligés de revenir sur des contenus qui ont déjà été abordés. C'est plus perçu comme un retour en arrière ou une perte de temps. Ça fait partie du processus normal d'apprentissage. Il y a aussi le fait qu'ils ont intégré davantage d'occasions de réactivation des connaissances antérieures dans leur classe, puis qu'ils l'ont fait différemment de ce qu'ils faisaient avant.
Donc, ils en font plus et ils le font différemment. Plutôt que de poser une question à main levée où il y a 1 ou 2 ou 3 élèves qui vont prendre la parole ou de faire eux-mêmes le retour sur les connaissances qui ont été vues, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'assurer que l'ensemble des élèves de la classe récupèrent l'information en mémoire. Parce qu'au fond, l'objectif, c'est de permettre au plus d'élèves possible de retracer ce chemin-là dans leur tête eux-mêmes. Je vous propose, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, un autre moment de réflexion, très court. En général, quand vos élèves oublient quelque chose qui a déjà été enseigné, là, comment vous interprétez cette situation-là? Et selon vous, comment les apprenants eux-mêmes comprennent-ils cet oubli-là? Qu'est-ce qu'ils pensent que ça signifie? Avec ce que Geneviève vient de nous dire de la recherche, je vous invite aussi à vous demander comment le fait de savoir ça nous aide, nous éclaire dans notre manière de voir l'oubli en classe. Prenez quelques secondes. On va poursuivre en disant que quand on parle de récupération en mémoire, c'est quand même utile de se rappeler quelque chose qui est important. Tous les apprentissages qu'on fait faire aux élèves ne sont pas de la même nature. Dans les classes, on peut distinguer au moins 3 grandes formes d'apprentissage. Parfois, les élèves doivent surtout mémoriser, par exemple, des faits, du vocabulaire, des listes, des capitales, certaines règles. Parfois, ils doivent surtout comprendre des idées, des phénomènes, des relations, des notions. Par exemple, comprendre pourquoi il y a des saisons, expliquer les causes d'une migration, identifier des relations de cause à effet dans un texte. Et parfois, ils doivent apprendre à faire, apprendre à réaliser une procédure, une démarche, une façon de résoudre un problème. Donc, par exemple, une méthode scientifique, l'écriture d'un texte, résoudre un problème mathématique. Autrement dit, à l'école, tantôt, on leur demande de mémoriser, tantôt de comprendre, tantôt de faire. Et depuis longtemps, on se pose cette question-là comme chercheur. Est-ce qu'il y a des stratégies d'apprentissage qui soutiennent réellement ces différents types d'apprentissage-là? Il y a une synthèse particulièrement influente qui est celle de Donlowski et de ses collègues. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé 10 techniques d'études couramment utilisées. Mais plutôt que de simplement demander si une stratégie fonctionne ou non, ils ont essayé de tenter de répondre à la question suivante qui est plus précise. Donc, dans quel contexte ces stratégies-là soutenaient réellement l'apprentissage? Et ce qu'on examine dans leurs résultats, c'est que quand on veut décrire ou qu'on observe chacune des différentes manières, chacune des différents types de notions, je veux dire plutôt, mais il y a certaines stratégies qui semblent quand même être plus utiles pour des situations particulières. Par exemple, les stratégies mnémotechniques peuvent être très efficaces lorsqu'on veut mémoriser des faits ou mémoriser des listes. D'autres stratégies comme l'auto-explication ou l'interrogation élaborative, ça, c'est de se demander pourquoi quelque chose est vrai. Donc, d'avoir nous-mêmes la réflexion qui nous le demande. Ça soutient davantage la compréhension des idées, des concepts. Les pratiques entrelacées, comme on en parlait tantôt, sont excellentes pour les apprentissages qui nécessitent des démarches. Mais ce qui ressort très clairement de cette synthèse-là, c'est qu'il y a 2 stratégies qui apparaissent être efficaces dans tous les types d'apprentissage. La première consiste à récupérer l'information en mémoire en faisant un effort. La deuxième consiste à espacer les reprises, c'est-à-dire à revenir sur les apprentissages dans le temps. Donc, autrement dit, il y a certaines stratégies qui peuvent être utiles dans des situations spécifiques, mais la récupération en mémoire et la pratique espacée semblent soutenir l'apprentissage de manière beaucoup plus générale. Donc, on vous propose de s'attarder un peu sur ces 2 stratégies-là. Donc, dans une recherche qui a été menée par Erikson et ses collègues, les chercheurs se sont intéressés au nombre de fois où une information est récupérée en mémoire. Donc, sur ce graphique-là, l'axe horizontal représente le nombre de récupérations, c'est-à-dire le nombre de fois où les personnes doivent retrouver l'information en répondant à des questions de rappel. L'axe vertical indique la probabilité de retrouver correctement cette information lors d'un test ultérieur, par exemple.
Donc, si on regarde les premières récupérations, là, les 2 premières, le résultat est assez parlant. Avec 1 ou 2 récupérations seulement, la probabilité de rappel reste assez faible et les résultats sont encore très variables, hein? Il y a des très grandes lignes sur les points médians. Or, dans plusieurs contextes scolaires, lorsqu'on souhaite avancer rapidement dans le programme, par exemple une notion par semaine, les élèves ont souvent 3 ou 4 occasions de récupération, puis on évalue, puis on passe à la notion suivante. Regardez ce qui se passe ici après 4 récupérations. La probabilité de rappel commence à augmenter, mais l'apprentissage reste encore très fragile et inégalement stabilisé. Autrement dit, il va y avoir certaines personnes dans la classe qui vont parvenir à retrouver l'information assez facilement, mais il y en a encore plusieurs pour qui c'est très difficile, voire pas encore possible. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on augmente les occasions de répétition. À mesure que les récupérations se multiplient, la probabilité de rappel augmente aussi beaucoup. Donc, après plusieurs récupérations réussies, la probabilité de retrouver correctement l'information devient très élevée. Donc, le fait de récupérer une information en mémoire contribue à renforcer progressivement sa disponibilité pour les récupérations futures. Cette étude montre donc que quand on multiplie les occasions de récupérer pour soutenir l'apprentissage, ça peut soutenir l'apprentissage de manière très importante. Mais il faut ajouter une nuance essentielle. Pour être efficace, cette récupération doit demander un effort. Il ne suffit pas de revoir l'information. Il faut que l'élève retrouve eux-mêmes en mémoire. Pas qu'ils relisent, pas qu'on leur réexplique, pas qu'ils réécoutent une vidéo, qu'ils retrouvent eux-mêmes en mémoire, qu'ils fassent l'effort cognitif de le faire. C'est pourquoi les reprises gagnantes, ça se fait dans plusieurs contextes variés qui sont des fois parfois un peu plus exigeants, qui obligent réellement les élèves à mobiliser ce qu'ils savent. La recherche montre toutefois qu'un autre facteur joue aussi un rôle assez important, donc la manière dont ces récupérations en mémoire vont être distribuées dans le temps. Donc, tantôt, quand on regardait les résultats de la synthèse de Donlowski, il y avait 2 stratégies qui ressortaient particulièrement. La première, la récupération en mémoire, le fait d'amener les élèves à faire l'effort d'aller rechercher l'information par eux-mêmes, c'est ce qu'on vient d'approfondir. La deuxième stratégie concernait l'espacement des apprentissages dans le temps. Donc, on se rappelle de notre fameuse courbe de l'oubli de cégepienne. Donc, c'est notre courbe qui représente ce qui se passe lorsqu'on se bourre le crâne pendant quelques heures ou quelques jours, puis qu'après, on n'y revient plus pendant longtemps. La courbe orange que vous voyez montre une situation où il y a de la récupération en mémoire, donc des récupérations où je fais un effort, de manière régulière et rapprochée. Donc, la mémoire se maintient mieux parce que l'information est revisitée, puis on voit que ça augmente. La troisième courbe en sarcelle illustre une autre manière d'organiser les reprises. Les révisions sont espacées dans le temps, mais avec des intervalles qui deviennent progressivement plus longs. Donc, cette organisation de reprise-là correspond à ce que la recherche appelle l'effet d'espacement. C'est largement documenté en psychologie cognitive, c'est synthétisé notamment par Cepeda et ses collègues. Donc, dans cette situation-là, chaque reprise va demander un effort de récupération un petit peu plus grand que la dernière fois. Donc, les élèves doivent aller rechercher l'information en mémoire plutôt que simplement la revoir. Et c'est ce qui fait que ça augmente encore plus la force de la mémoire avec le temps. Donc, on peut laisser il faut comme laisser un peu de place à l'oubli pour obliger la mémoire à travailler. Donc, c'est précisément cet effort de récupération-là qui va contribuer à renforcer la trace mnésique. Donc, avec le temps, la mémoire finit par se stabiliser à un niveau qui est plus élevé. Autrement dit, la durabilité des apprentissages dépend non seulement du nombre de récupérations, mais aussi de la manière dont ces récupérations-là vont être distribuées dans le temps. Justement, parlant de manière dont ces récupérations-là sont distribuées dans le temps, les connaissances dont on vient de parler ont amené des personnes qu'on accompagnait, avec lesquelles on travaillait, à envisager justement de changer leur manière de planifier leur enseignement-apprentissage. Donc, il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils ne ferment plus les modules. Il y a une notion qui est introduite, ils vont la pratiquer intensivement au début.
Mais après un certain temps, ils vont espacer les moments de contact avec cette notion-là, puis ils vont s'arranger pour qu'elle réapparaisse dans d'autres contextes, sous une autre forme, en fait. Donc, par exemple, dans des exercices intégrateurs où ils vont demander aux élèves de mobiliser plusieurs connaissances, plusieurs notions déjà vues. Dans des activités de réactivation de connaissances 1 semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard même. Ou dans des situations de problème, par exemple, où ils vont obliger les élèves à réutiliser des connaissances qu'ils ont travaillées avant. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous disent intégrer des occasions de récupération en mémoire de manière planifiée dans leur horaire pour faire en sorte que tous les élèves soient amenés à récupérer de l'information sans l'avoir sous les yeux, donc pour qu'il y ait un effort qui soit nécessaire. Des fois, c'est vraiment planifié dans l'horaire de manière régulière, mais d'autres fois, les enseignants nous parlent de la mise en place d'une boîte à mémoire en classe. Donc, ça devient pour eux un moyen d'organiser des occasions de récupération en mémoire sans que ce soit systématiquement planifié dans leur horaire. Ça leur donne une forme de liberté. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils ont une boîte physique là, en classe, ou un pot, il y en a que c'est des pots. Et chaque fois qu'ils voient une notion importante en classe, ils vont écrire sur une bande de papier, sur une carte, peu importe. C'est soit l'enseignant qui écrit ou soit des élèves dans certaines classes. Donc, ils vont écrire la notion importante sur la bande de papier, la plier, la déposer dans la boîte à mémoire. Donc, tout le monde sait dans la classe ici que ce qu'il y a dans la boîte à mémoire, c'est vraiment des choses qu'on a vues ensemble. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont profiter de courts moments. Des fois, c'est des transitions, des fois, il reste 2-3 minutes avant la fin du cours. On va piger une notion et on va utiliser la notion pour prendre 1 ou 2 minutes pour récupérer en mémoire. Les élèves pourraient écrire ce dont ils se souviennent sur un tableau, pourraient le dire à leur partenaire et en les amenant à le dire à la personne à côté d'eux, ce dont ils se souviennent, on combine la récupération en mémoire, mais aussi l'explication à un pair, ce qui vient vraiment solidifier nos connexions neuronales. L'objectif de ces moments-là, c'est pas de refaire la leçon sur la notion, mais c'est vraiment de réouvrir brièvement le chemin dans la mémoire pour pouvoir continuer à l'entretenir. Et dans certaines classes, ils ont la boîte à mémoire, mais ils se sont rendus compte qu'à force de piger, à un moment donné, ça devenait facile pour les élèves de récupérer l'information, puis qu'ils ne faisaient plus nécessairement d'efforts, puis ça devenait peut-être même un peu lassant pour certains. Donc, ils ont installé une nouvelle chose, c'est l'enveloppe de la mémoire à long terme. Donc, quand le groupe au complet s'entend pour dire que cette notion-là a été somme toute simple à récupérer, c'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessité un gros effort, ben ils vont choisir de la mettre dans l'enveloppe de la mémoire à long terme, qui se trouve aussi dans la boîte à mémoire. Et on sait très bien que quand on ressort l'enveloppe beaucoup plus tard, donc 1 mois environ après, ben on va avoir besoin de faire un effort, mais que cette connaissance-là était vraiment stabilisée. Quand on l'a mis dans l'enveloppe, notre chemin était très clair. Donc, ça permet aux élèves de voir comment il faut qu'ils entretiennent leur chemin pour pouvoir se rappeler de ce qu'ils apprennent. Et il y a dans certaines classes, en fait, que c'est pas juste une boîte de classe, mais chaque élève a son enveloppe de notions. Donc, l'enseignante peut piger dans la boîte de classe, mais on peut aussi différencier en demandant aux élèves de piger au hasard dans leur enveloppe à eux une notion qu'ils vont de la même façon récupérer avec un partenaire ou en écrivant. Ça permet aussi aux élèves de prendre ces notions-là et de les classer, de jouer avec, de réfléchir d'une manière métacognitive à comment va leur apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose que je maîtrise sur le bout des doigts? Est-ce que c'est quelque chose, au contraire, que je maîtrise moyennement ou que, là, c'est pas très clair pour moi encore, cette notion-là? Donc, on peut faire une auto-évaluation de notre progression. Puis évidemment, ben, ça devient visible pour l'enseignante qui peut circuler et voir qu'est-ce qui est plus difficile pour 1, 2, plusieurs élèves. Ce que vous voyez sur la diapositive qui apparaît, c'est 3 options qui permettent cette même logique-là de récupération en mémoire. La première option à gauche, c'est Quizlet. C'est une application qu'on peut télécharger où les élèves vont choisir de se faire des ensembles de questions-réponses. Donc, d'un côté, j'ai la question et quand je clique dessus, j'accède au verso avec la réponse. Je peux donc essayer de récupérer en mémoire et aller valider ma récupération en mémoire. Ce que cette application-là permet aussi, c'est de classer si je considère que c'est acquis ou si je considère que c'est en cours d'apprentissage.
Donc, ce qui est acquis va revenir moins souvent dans la série de questions que l'application va me poser. Mais on n'est pas obligé là, d'aller chercher des applications comme ça. Les appareils numériques qu'on a ou les Chromebooks, peu importe, qui ont la fonction d'enregistrement, peuvent permettre aux élèves aussi de faire ça. Ils peuvent s'enregistrer, se poser une question, laisser un court temps de pause et donner la réponse. Donc, quand ils se réécoutent, ils entendent, par exemple, si on étudie nos mots de vocabulaire, ils entendent janvier, appuient sur pause, écrivent janvier sur leur feuille, sur leur tableau, et reprennent l'enregistrement pour pouvoir tout de suite avoir une rétroaction corrective et voir si leur orthographe est adéquate. Les boutons enregistreurs qui sont à droite de la diapo nous permettent d'enregistrer environ 30 secondes et bon, on peut faire la même chose, le même principe. Au fond, peu importe la façon, la méthode utilisée, elle doit permettre aux élèves de retrouver l'information sans l'avoir sous les yeux parce que c'est précisément là qu'il y a un effort qui doit être fait et c'est l'effort qui doit être fait qui contribue à solidifier la trace mnésique, le chemin dans la forêt. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir des occasions répétées de récupération en mémoire planifiée ou spontanée et d'amener les élèves à pouvoir le faire de manière autonome. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite réflexion à ce moment-ci? Avant de poursuivre, prenez un moment pour réfléchir à votre pratique à vous. À la lumière de ce qu'on vient de se dire sur la répétition espacée, sur la récupération en mémoire, posez-vous d'abord la question, est-ce qu'il y a des apprentissages qui reviennent dans le temps, dans votre pratique? Autrement dit, est-ce que vous faites déjà de l'apprentissage espacé sans le nommer comme ça? Si oui, demandez-vous, est-ce que ces retours-là sont planifiés ou ils sont spontanés? Est-ce que vous le faites de manière volontaire ou ils apparaissent intuitivement? Et vous pouvez vous poser une autre question. Parmi les exemples qu'on vient de vous donner, de la pratique de nos collègues, la planification spiralaire, les quiz de rétroaction, la boîte à mémoire, les outils numériques, est-ce que certaines de ces idées-là pourraient nourrir ce que vous faites déjà? Quelques secondes. Avant de poursuivre, moi, je veux juste dire que c'est des stratégies que j'utilise aussi beaucoup comme maman. Mon téléphone est rempli de vidéos de mes enfants. Mon plus jeune, il y a un examen jeudi, demain. Et là, j'ai des vidéos où on l'entend dire « Qu'est-ce qu'un fossile? » Et là, il y a une pause. Et là, on entend « C'est quoi un fossile? » Et le soir, il étudie. Et là, il écoute sa rétroaction. Donc, il y a des stratégies. Ça reste que c'est des stratégies qui sont assez accessibles, en fait, pour essayer de voir comment on peut récupérer en mémoire. Donc, on va revenir un peu sur le hockey. Quand un jeune apprend à jouer au hockey, il ne commence pas juste à pratiquer des tirs ou juste à vouloir patiner. Il veut jouer des matchs. Il entre dans la logique complète du jeu. Donc, recevoir la rondelle, se déplacer, lire le jeu, faire une passe, tirer. Autrement dit, il refait la démarche complète du jeu encore et encore. Mais les entraîneurs et les jeunes eux-mêmes savent aussi que pour progresser, il faut parfois s'arrêter sur des habiletés précises. Juste le tir du poignet, juste les départs explosifs, juste des passes rapides. Il altère donc constamment deux types de pratiques. Jouer le match complet et travailler certains gestes de manière plus ciblée. La recherche sur l'apprentissage montre quelque chose de similaire. Schwartz explique que pour apprendre une activité complexe, il faut entrer dans des cycles complets d'action. Commencer une démarche, l'amener jusqu'au bout et la recommencer. C'est dans ces cycles complets que le cerveau comprend la logique globale de l'activité et développe sa compétence. Et un autre courant de recherche, notamment parmi les travaux d'Erikson, montre qu'on progresse aussi lorsqu'on pratique de manière intentionnelle certains aspects précis d'une habileté. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Donc, on prend un exemple, l'écriture. Pour devenir compétent en écriture, les élèves doivent écrire des textes complets. Ou pour devenir compétent en sciences, les élèves doivent faire des démarches scientifiques complètes. Donc, comprendre la situation d'écriture, trouver des idées, faire un plan, organiser un texte, faire des allers-retours entre la rédaction et le plan pour s'ajuster, réviser, corriger.
si les élèves vivent quelques productions d'écriture par année ou 1 ou 2 démarches scientifiques par année, très découpées en étapes, ils peuvent très bien apprendre à faire un plan, apprendre à faire une hypothèse, mais ils n'expérimentent pas nécessairement ce que ça signifie écrire un texte, faire une démarche scientifique. Donc, la compétence se construit surtout dans la répétition des démarches complètes. Mais à l'intérieur de ces productions complètes, il est possible donc de travailler des habiletés précises. De dire, ben, oui, aujourd'hui, on est encore en train de faire notre démarche complète, mais on va s'attarder un petit peu plus sur la formulation de vos hypothèses. Et là, on va aller retravailler ça de manière plus précise. Donc, on peut sortir momentanément de la démarche, bien, pour y revenir et bonifier notre démarche avec notre pratique délibérée. Et le mot délibéré ici est essentiel. Si vos élèves ou si les élèves ne savent pas pourquoi ils pratiquent quelque chose, donc si je fais une feuille d'homophone pour faire une feuille d'homophone pour finir mon plan de travail, mais que je n'ai pas fait le lien que la pratique que je suis en train de faire va me servir dans le texte que je suis en train d'écrire et que par la suite, je vais aller vérifier et que je n'ai pas conscientisé ça, la recherche nous dit que je fais pas mal ma feuille d'homophone pour rien en ce moment. Avant d'aller plus loin, on va prendre quelques secondes pour réfléchir à notre contexte. Donc, dans le vôtre, c'est quoi les grandes habiletés que vous souhaitez réellement qui se développent chez vos élèves? Ça peut être une habileté cognitive, par exemple, résoudre un problème ou encore écrire un texte, comme Geneviève vient de dire. Ça peut aussi être des habiletés sociales, par exemple, coopérer ou expliquer sa pensée. Ou ça peut être des habiletés comportementales, comme persévérer ou s'organiser dans une tâche. Donc ça, ce sont des grandes habiletés. Choisissez-en une que vous voulez vraiment que vos élèves développent. Et maintenant, je vous propose 2 questions à partir de ça. Dans votre contexte, c'est quoi les occasions que les élèves ont de réellement vivre la démarche complète associée à cette habileté-là? De le vivre du début à la fin. Et si ces occasions-là sont rares, quelles nouvelles occasions vous pourriez créer pour qu'ils puissent refaire justement ce parcours-là du début à la fin? Et ensuite, quand les apprenants pratiquent certaines composantes de la grande habileté que vous venez de cibler, est-ce que cette pratique-là, elle est réellement intentionnelle? Est-ce qu'elle est explicitée aux élèves? Autrement dit, est-ce que les apprenants savent quelles composantes ils sont en train de travailler et pourquoi ils la pratiquent? Prenez quelques secondes pour y penser. À ce stade-ci, une question importante apparaît. Si la répétition renforce les apprentissages, qui doit vraiment répéter? Donc, la recherche est assez claire sur ce point-là. L'effort cognitif ne peut pas être fait à la place de l'élève, qu'il soit enfant ou adulte. C'est ce qui explique une phrase devenue presque célèbre dans les travaux sur l'apprentissage. C'est la personne qui explique qui apprend. Autrement dit, c'est pas celui qui écoute l'explication qui fait l'essentiel du travail cognitif. C'est celui qui doit reformuler, organiser, expliquer, exemplifier. Le neuroscientifique Stanislas Dehaene parle ici d'engagement actif comme l'un des piliers de l'apprentissage. Il précise quelque chose d'important. Cet engagement n'est pas dans le physique d'abord. Il nous dit c'est dans la tête et non dans les pieds que l'engagement actif fait son œuvre. Un apprenant actif, il n'est pas juste en train de faire une activité. Ce n'est pas parce que je fais une activité que je suis actif. Un apprenant actif, ça crée du mouvement dans ses pensées. Ça reformule ce que ça comprend, ça cherche des liens, ça mobilise des exemples, ça explique. Mais cette activité cognitive est souvent invisible dans nos classes. Quand les élèves écoutent, lisent ou regardent une explication, il est tout à fait possible qu'ils soient cognitivement très actifs, qu'ils tentent vraiment de comprendre, qu'ils fassent des liens et qu'ils se posent des questions. Mais ces activités-là se déroulent dans leur tête. Et nous, comme pédagogues, on n'a pas accès à ça. On doit faire parfois des petits actes de foi pédagogiques et se dire, pendant que j'explique, j'imagine qu'ils sont très actifs et en train de réfléchir. Mais parfois aussi,
leur activité cognitive est peut-être beaucoup plus limitée qu'on l'espère. C'est pourquoi il y a certains chercheurs qui suggèrent de créer davantage de situations où l'activité cognitive devient visible. Si on regarde les types d'actions qu'on demande aux élèves, certaines donc laissent l'activité cognitive complètement interne. Écouter, regarder, lire, s'imaginer. Les élèves peuvent le faire, mais cette activité est invisible pour nous comme pédagogues. Il y a d'autres actions, au contraire, qui obligent les élèves à extérioriser leurs pensées, expliquer, justifier, schématiser, écrire, faire une démarche. Dans ces moments-là, l'activité cognitive ne reste plus seulement dans la tête, elle devient observable. Ce type de situation correspond à ce que certaines synthèses appellent des approches actives. Alors, il y en a plusieurs de nos collègues qui ont travaillé à rendre visible cette activité cognitive-là, en demandant aux élèves d'écrire ce dont ils se rappelaient sur un tableau blanc effaçable, par exemple, ou en schématisant, ou en leur demandant de justifier ou d'expliquer à leurs collègues à côté. Mais parfois, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est dans des petites choses qu'ils arrivent à le faire. Ils demandent des fois aux élèves, par exemple, de lever un doigt à chaque fois qu'ils voient une idée importante ou qu'ils reconnaissent une idée importante quand on leur lit un texte ou quand on regarde une vidéo. On peut leur demander de compléter des phrases qu'on a commencées ou encore de dire à leurs voisins ce qu'ils pensent être la réponse avant de le partager en grand groupe. Ces façons de faire-là ont un point commun, c'est qu'ils rendent visible l'action cognitive des élèves. Ils arrivent à extérioriser la pensée. C'est important parce que, comme disait Geneviève, quand l'activité cognitive est juste dans la tête, elle est difficile à observer. Quand les élèves écoutent, on espère qu'ils réfléchissent, mais quand ils expliquent, on le sait qu'ils réfléchissent. C'est d'ailleurs une des idées centrales de ce que Dominique Bucheton appelle l'espace dialogique. Dans la classe, au lieu de demander à 1, 2 ou 3 élèves de prendre la parole pour expliquer une réponse, donner une réponse, on peut organiser des moments où c'est l'ensemble des élèves qui a l'occasion d'expliquer à quelqu'un d'autre cette notion-là. Autrement dit, on veut multiplier les occasions pour que la pensée circule dans la classe et devienne visible. Il y a plusieurs enseignants avec qui on a travaillé qui ont utilisé une structure répétitive assez simple, je dirais. Souvent, ils vont demander aux élèves de prendre 1 ou 2 minutes en silence, eux avec eux, pour se rappeler de mémoire qu'est-ce qu'ils savent par rapport à une question posée. Pas de copie, pas de relecture, là, on n'est pas en train de fouiller dans les notes. Il faut qu'ils retrouvent l'information dans leur mémoire. Ensuite, ils prennent 1 ou 2 minutes encore, mais avec un partenaire ou plusieurs partenaires, où là, ils vont comparer leurs réponses, confronter leurs idées, débattre même, ou en tout cas s'expliquer davantage. Et après ça, on revient en grand groupe, un petit 5 minutes à peu près, où là, on va prendre les idées de quelques équipes et ça offre l'occasion à l'enseignant de venir tout de suite, pas tout réexpliquer, là, de venir stabiliser ce qui est important que les élèves maîtrisent vraiment, comprennent vraiment. Donc, c'est une façon de faire qui permet vraiment plusieurs répétitions. L'élève tout seul, avec d'autres, en grand groupe. Et ce qu'on voit, c'est que c'est plus l'enseignant qui répète dans ce cas-là, c'est vraiment les élèves eux-mêmes qui le font. Puis c'est à ce moment-là que l'apprentissage se consolide. Parce que quand les élèves écoutent, on espère qu'ils apprennent et qu'ils réfléchissent, mais quand ils expliquent, on le sait. Alors, dans votre milieu, il existe sûrement déjà des moments où les apprenants font réellement un travail cognitif. Des moments où ils doivent réfléchir, organiser leurs idées, expliquer, chercher des liens, résoudre des problèmes. Bon. Alors, ce qu'on vous propose de faire comme réflexion, c'est de vous demander c'est quoi les occasions où les apprenants dans votre réalité font réellement un travail cognitif. Puis ensuite, de vous demander, dans ces situations-là, est-ce qu'il y a des ajustements possibles que vous pourriez mettre en place pour rendre encore plus visible cet apprentissage-là, ce travail cognitif-là? Prenez quelques secondes pour y penser. Il y a des belles idées dans le chat, mais faites votre réflexion. Je vais enchaîner tout de suite. J'aimerais que, avant que Geneviève passe au dernier élément théorique qu'on voudrait vous proposer aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour faire exactement ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire prendre le temps de, plutôt que je vous rappelle jusqu'à maintenant c'est quoi les grandes idées qu'on a vues, je vous laisserai quelques secondes pour essayer de récupérer en mémoire à partir d'images qu'on va faire défiler.
Donc, cette première image-là, qu'est-ce que les dates de naissance des Canadiens de Montréal nous permettaient d'illustrer? Essayez de récupérer en mémoire, de vous souvenir. Ce n'est pas les aptitudes initiales qui font la différence, c'est les occasions de répéter et de pratiquer. Une prochaine image maintenant. Qu'est-ce que ces images-là nous permettaient d'illustrer? Il y en a qui ont posé des questions dans le chat à ce sujet-là. Essayez de voir qu'est-ce que ça nous permettait d'illustrer les images de la forêt. Apprendre, c'est tracer des chemins dans la mémoire. Les récupérer, c'est les entretenir. La prochaine image, c'est les courbes. Des courbes qui nous rappelaient quoi, donc? Essayez de récupérer. Sans reprise dans le temps, les apprentissages s'effacent. Les récupérer à intervalles de plus en plus espacés, ça les rend plus durables. Passons aux toiles de Roy et de Paquin. Qu'est-ce qu'elles nous ont appris, ces toiles-là? Qu'est-ce qu'on a appris en regardant ces toiles-là? Pour devenir compétent, il faut faire le processus au complet, plusieurs fois, mais il faut aussi isoler des gestes précis pour les travailler de manière isolée, délibérée. Et qu'est-ce que ces stratégies-là nous permettaient de faire? Quand les élèves écoutent, on espère qu'ils réfléchissent, mais quand leur pensée devient visible, on le sait. Pendant les dernières minutes, je ne vous ai pas simplement rappelé ce qu'on a vu depuis le début de l'atelier, les idées principales. Je vous ai plutôt fourni des indices pour vous aider à essayer vous-même de récupérer en mémoire. Et c'est précisément cet effort-là, même bref, que la recherche appelle la récupération en mémoire. C'est pas le fait d'entendre une information à répétition, d'être exposé à des idées, mais plutôt d'agir cognitivement sur ces idées-là, se les rappeler, les expliquer, les relier. C'est ça qui permet l'apprentissage. C'est le fait d'essayer de retrouver les informations. Ce qu'on vient de faire ensemble, ça montre une chose importante, c'est-à-dire que c'est pas toujours des longs moments, c'est souvent des courts moments bien placés dans la séquence d'enseignement qui vont permettre de multiplier les occasions de récupération en mémoire. La répétition joue donc un rôle très, très important pour la mémoire, mais joue aussi un rôle très important pour l'attention. Quand les élèves arrivent dans une situation d'apprentissage, ils doivent souvent comprendre comment la situation fonctionne. Et si tout change constamment, les consignes, la structure, le vocabulaire, les repères, la situation peut ressembler à ça. Beaucoup de directions, beaucoup de choses à comprendre. Et une partie de l'attention des élèves est mobilisée simplement pour se repérer dans la situation. Mais lorsqu'il y a certaines choses qui deviennent familières pour les élèves, la structure d'une activité, le vocabulaire utilisé, certaines routines, le fonctionnement devient beaucoup plus prévisible. La situation ressemble alors davantage à ça. Les élèves n'ont pas besoin ou ont moins besoin de mobiliser leurs ressources cognitives pour comprendre le fonctionnement de l'activité. Ils peuvent concentrer leur attention sur ce qu'ils sont en train d'apprendre. Autrement dit, la répétition ne sert pas juste à la mémoire, elle sert aussi à rendre l'environnement d'apprentissage prévisible. Et cette prévisibilité-là libère des ressources cognitives pour apprendre. Dans les classes, cette prévisibilité peut s'appuyer sur plusieurs types d'ancrage. D'abord, un premier ancrage concerne ce qu'on répète et ce qu'on fait répéter aux élèves. Le savoir visé correspond à ce qu'on souhaite qu'ils retiennent. Par exemple, pour mesurer le périmètre, il faut additionner la longueur de tous les côtés d'une figure. C'est ça qui est central. Donc, c'est ce savoir-là que je veux que mes élèves rencontrent et nomment plusieurs fois. Schwartz évoque entre 6 à 8 occasions de récupération dans un court laps de temps. Donc, dans une leçon de 10-12 minutes, moi et les élèves, on devrait répéter au moins 6 à 8 fois l'idée que pour mesurer le périmètre, il va falloir additionner la longueur de tous les côtés d'une figure.
Un deuxième ancrage concerne la structure des activités. Quand les élèves connaissent déjà le déroulement d'une activité, ils n'ont plus besoin de comprendre comment elle fonctionne, puis ils peuvent se concentrer directement sur l'apprentissage. Donc, par exemple, utiliser des études de cas qui suivent toujours la même démarche en univers social, ou une stratégie récurrente pour travailler la lecture, ou l'utilisation régulière d'un même outil technologique. Donc, la structure devient un repère stable qui libère l'attention. Il y a le vocabulaire, un troisième ancrage, le vocabulaire disciplinaire. Lorsque les mots changent constamment, les élèves doivent d'abord comprendre les termes avant même de pouvoir réfléchir aux idées. Il devient important de voir comment on peut stabiliser, répéter certains mots et les utiliser régulièrement. Donc, par exemple, en mathématiques, si on veut parler de l'air, bien, il serait peut-être utile de maintenir ce terme-là plutôt d'alterner avec l'air, la surface, l'espace à recouvrir, tous les carreaux unités. Plus un mot est rencontré et réutilisé, plus il devient disponible pour réfléchir. Un autre ancrage concerne les phrases ou les gestes qui sont utilisés par le personnel scolaire. Donc, dans plusieurs classes, il y a certaines formulations ou certains gestes qui reviennent régulièrement pour orienter l'attention. On le fait souvent pour des routines comportementales, la routine du début de cours ou de la fin du cours ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de voir comment ces signaux-là peuvent devenir des repères cognitifs, puis que les élèves reconnaissent rapidement ce qui est attendu. Par exemple, prenez quelques secondes pour retrouver votre idée en mémoire. Tournez-vous vers votre voisin et expliquez votre raisonnement. Vérifiez si votre réponse tient la route. Si ces phrases-là sont répétées plusieurs fois, un peu comme Annick aujourd'hui, à la fin de chacun des moments où elle vous demandait de réfléchir, elle vous disait « Prenez quelques secondes pour y penser ». Quand on choisit des phrases qui reviennent constamment, on crée des routines rapidement pédagogiques. Avec le temps, ils deviennent des déclencheurs d'attention efficaces. Et enfin, il y a la répétition qui peut aussi porter sur des repères dans la classe. Oui, des repères visuels ou organisationnels, donc accueillir les élèves au même endroit, mais aussi des repères en cours d'activité. Nommer plusieurs fois la page en cours de lecture. Donc, dire, parfait, donc là, ici, on est toujours à la page 33. Rappeler les étapes d'une tâche pendant qu'on est en train de le faire. Ces repères sont particulièrement utiles pour les élèves dont l'attention est fragile et leur permettent de se réengager sans perdre le fil. Donc, autrement dit, la répétition ne sert pas seulement à renforcer la mémoire, elle sert aussi à stabiliser l'environnement d'apprentissage. Et plus l'environnement va devenir prévisible, plus l'attention des élèves peut se porter sur ce qui compte vraiment, apprendre. On utilise souvent la répétition pour organiser notre classe, gérer les comportements. Dans votre tête, demandez-vous quelle répétition structure déjà votre classe. Et demandez-vous aussi comment ces mêmes mécanismes-là, ces mêmes structures-là pourraient aussi soutenir les apprentissages. Prenez quelques secondes pour y penser. Avant de conclure, parce que le temps presse, je vous propose un tout dernier petit moment de récupération en mémoire. Sur cette diapo-là, vous allez trouver bientôt les idées qui ont traversé la présentation. Je ne vais pas vous les réexpliquer, je vais vous laisser les lire une après l'autre. Et je vous propose de prendre quelques secondes pour vous permettre de revivre le chemin qu'on a fait ensemble aujourd'hui. C'est parti. Vous pouvez faire la lecture, vous récupérer en mémoire. Pour conclure, on aimerait revenir sur un élément vraiment important pour nous parce qu'au cours des dernières années, on a accompagné des centaines de membres du personnel scolaire qui ont participé à nos projets de recherche. Et donc, plusieurs témoignent, c'est assez frappant, certains ajustements, enlevons petit, dans leur pratique, peuvent transformer de manière significative l'engagement des élèves. Par exemple, quand ils ont commencé à parler de l'oubli comme d'une étape normale de l'apprentissage, ça a changé le climat de la classe, le climat de travail. Les enseignants sont devenus plus patients,
Puis les élèves ont toléré davantage le fait de ne pas réussir du premier coup. Quand la répétition s'est installée intentionnellement dans la planification ou, par exemple, en renommant 6 à 8 fois le point d'enseignement, il y a plusieurs enseignants qui nous ont dit que les élèves se rappelaient beaucoup plus longtemps de ce qui avait été travaillé. Il y en a plusieurs autres qui témoignent aussi du fait que d'utiliser des structures d'activités similaires, ça va faciliter énormément la gestion de classe parce que les élèves savent comment ça va se passer et sont donc plus disponibles pour focaliser leur attention sur ce qu'ils doivent apprendre. On observe aussi un effet intéressant quand les enseignants donnent aux élèves des consignes cognitives et pas juste comportementales. Par exemple, observez bien comment je vais faire l'accord dans le groupe du non. Je vais essayer d'utiliser 4 étapes. Essayez d'identifier ces étapes-là. On va en reparler après. Ce type de consigne-là aide à amener les élèves à focaliser leur attention pendant l'activité sur ce qu'on souhaite vraiment qu'ils apprennent, comme le périmètre de tantôt. Quand on multiplie les moments où tous les élèves peuvent réfléchir, doivent réfléchir, expliquer, écrire en même temps dans la classe, il y a plusieurs enseignants qui nous disent que ce changement-là apporte une grosse différence dans la dynamique de classe. Il y a beaucoup plus d'implication de la part de l'ensemble des élèves. Puis il y en a qui nous disent aussi qu'il y a moins de somnolence qui survient. Autrement dit, soutenir les apprentissages consiste souvent à créer davantage de situations où les élèves doivent retrouver, organiser et expliquer leurs idées. On vous remercie pour votre attention, votre participation dans la conversation aujourd'hui. Les références qui sont utilisées dans cet atelier vont se trouver ici, au premier lien. Et avant de passer aux questions, on aimerait ça vous proposer un exercice pour dans les prochains jours. Essayez d'expliquer, si ça vous tente, à quelqu'un ce dont on a parlé aujourd'hui, à un collègue, à un membre de votre famille, autour de la table ce soir. Mais pas en lisant vos notes. En essayant de retrouver une mémoire, les idées principales, les images, les anecdotes, le hockey. Sur la diapo, vous trouverez aussi un code QR qui mène à un article professionnel puis une fiche synthèse qu'on avait fait sur la répétition dans le cadre d'un projet de recherche. Mais pour profiter de l'effet de récupération en mémoire, on vous suggère d'essayer d'abord de nommer ce que vous vous rappelez avant d'aller les consulter. Autrement dit, faites vous-même des répétitions délibérées dans les prochains jours. Et maintenant, si vous avez des questions, des commentaires, des exemples que vous aimeriez partager, on serait très heureuse de prendre les prochaines minutes pour en parler. J'en ai vu quelques-unes passer dans le clavardage, mais c'est plus difficile de les retrouver au travers des commentaires. OK. Il y en avait qui questionnaient sur est-ce que ça se fait avec des élèves, les images du chemin de la forêt, est-ce que ça se fait avec des élèves tout petits, même avec des plus grands? On a vu ça dans des classes de maternelle jusqu'à des classes de 5e secondaire, là. Oui, exact. Et l'ensemble de nos projets de recherche se passe dans l'ensemble du secteur jeune et c'est l'idée qu'on disait dès le départ de ne pas prescrire des choses, de parler de voici ce qu'on sait sur la mémoire, puis après ça, de travailler avec des enseignants qui nous disent voici au préscolaire 4 ans et voici en secondaire 3 et tout ça, c'est de voir. Il y a quelqu'un qui pose la question et c'est revenu aussi pendant la présentation. Qu'est-ce qu'on fait quand un élève se trompe pendant sa récupération en mémoire? Puis j'ai essayé de répondre rapidement là, en disant qu'il fallait rapidement offrir une rétroaction corrective pour pouvoir l'amener à tracer son chemin, mais le bon chemin, justement. T'sais. Donc, avoir une rétroaction corrective rapide pour pouvoir l'amener à vraiment retravailler dans le bon chemin. Et on comprend bien que dans une classe de 25, c'est pas possible d'offrir une rétroaction corrective à tout le monde en même temps. Donc, souvent, ce que les enseignants nous disent faire lors des moments de pense, tourne, partage ou peu importe comment ils le nomment, là, des fois c'est différent, c'est de circuler et d'entendre un peu ce qui s'est dit et de revenir rapidement, non pas nécessairement en faisant intervenir beaucoup d'élèves, mais plutôt en eux faisant un résumé de les éléments les plus essentiels. Donc, évidemment, quand on commence à dire aux élèves « Expliquez-vous ce que vous vous rappelez sur telle notion », bien, les enseignants marchent
vers les équipes où il y a le plus de chances d'avoir des ratés et de devoir tout de suite le dire. Mais après ça, l'important, c'est de revenir en disant, j'ai entendu 3 éléments essentiels et là, de les nommer. Donc, c'est pas juste de laisser les élèves s'expliquer entre eux, mais c'est de revenir. Si aujourd'hui, on avait été en présentiel, bien, constamment, pendant la conférence, on vous aurait demandé, après un graphique, prenez 30 secondes, là, puis réexpliquez-vous entre vous, qu'est-ce qu'il voulait dire Erikson là, par ses pratiques entrelacées. Puis là, bien, on aurait entendu un peu, OK, quelle est la compréhension du groupe? Est-ce qu'on continue ou on fait juste réajuster un peu le tir? Ouais. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement d'avoir des rétroactions personnalisées à tout le monde. Ce qu'on peut faire avec des outils comme on en parlait tantôt, numérique ou quoi que ce soit, ou d'autres types d'exercices. Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt d'avoir une vue d'ensemble du groupe et nous remettre ensuite les éléments essentiels. On nous demande s'il y a des limitations quand on doit refaire toute la démarche. Est-ce que ça se peut que pour certains élèves, ce soit trop? Tu sais, quand la toile de roi et refaire la démarche au complet, est-ce que ça peut être trop pour certains élèves? Bien, je pense qu'il faut leur permettre d'être en contact avec le processus complet pour pouvoir voir à quels endroits ils ont des difficultés, pour pouvoir justement identifier qu'est-ce qu'on va aller pratiquer de manière délibérée, isolée, pour pouvoir ensuite revenir l'essayer dans l'habileté au grand complet. Fait qu'en isolant comme ça, l'élève sait exactement sur quoi il travaille et quand on revient, bien, il a pu s'exercer. Ça va donc libérer sa mémoire de travail quand il va faire la tâche au grand complet. Mais ça se peut qu'on rencontre d'autres difficultés et qu'il faille faire plusieurs allers-retours en cours de route d'apprentissage. Ça fait partie du processus de faire ces allers-retours-là. Je vois des commentaires qui nous parlent de consignes cognitives versus consignes comportementales. Et ça, pour nous, c'est un sujet qui est central. On est d'ailleurs en train d'écrire un article là-dessus parce qu'en faisant beaucoup d'observations dans les salles de classe puis en discutant avec les enseignantes, on se rendait compte que la très grande majorité des consignes qu'on donne aux élèves sont comportementales. Comment se placer, quand parler, quand pas parler, comment lever la main, Et on leur demande on leur donne très peu de consignes sur ce qui devrait se passer dans leur tête. On leur demande de prendre une position d'écoute. Mais on leur demande pas qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans cette écoute-là. Mm-hmm. Donc, la consigne cognitive vise à nommer clairement aux élèves, voici ce qui devrait en ce moment se passer dans ta tête. Donc, pendant les 5 minutes où je vais faire un modelage au tableau, essayez d'observer là, clairement les 5 étapes que je vais faire, puis après ça, vous allez les faire. Ou essayez de voir, je vais écrire les 5 étapes que je vais faire au tableau. Puis là, pendant que je vais le faire, essayez de les associer dans votre tête. Voici. Donc, c'est l'idée de décortiquer et de décrire qu'est-ce que je devrais faire, moi, comme apprenant dans ma tête, quand la personne est en train de me parler ou d'expliquer. Donc, voilà, pour ça. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on écrit en ce moment. On aura un article éventuellement, sous peu. Il y a quelqu'un qui est revenu à plusieurs moments, ou en tout cas, la question est revenue à plusieurs moments en lien avec l'affichage en classe, l'affichage permanent en classe. C'est le même concept que l'idée de l'effort de récupérer en mémoire. On a vu dans des classes des élèves qui, quand l'enseignante posait une question, se tournaient systématiquement vers l'affiche et donc n'avaient pas à faire d'autre effort que l'effort physique de tourner la tête pour trouver l'information sur le mur. Ce qu'on a fait avec plusieurs enseignants, c'est qu'on a essayé de voir qu'est-ce que ça changeait si, avec les élèves, on prenait la décision d'enlever la fiche. Ça fait longtemps que c'est là. On l'a travaillé beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez qu'on la tourne? Donc, on l'a tournée pour commencer. Et là, les élèves avaient encore le réflexe de regarder, mais ils se retrouvaient avec le verso d'une feuille, donc ils ne voyaient pas l'information. Ils devaient donc faire l'effort de se souvenir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la feuille que je sais, là? C'est un peu le même concept que la boîte à mémoire. Et éventuellement, les feuilles étaient décrochées ou les affiches étaient décrochées du mur et étaient rangées dans un tiroir qu'on appelait notre tiroir de mémoire à long terme, par exemple. Les élèves savaient donc qu'ils pouvaient y aller. Et pour pouvoir différencier, certaines enseignantes ont même pris en photo ces affiches-là et pour les élèves qui en avaient encore plus besoin, ils l'ont mis dans leur cahier là, de notes ou de révision dans leur classe. Donc, il y en a qui cachent les affiches aussi en arrière de leur tableau blanc interactif, parce qu'on sait que la fiche est là, mais on peut la ressortir si on a besoin. T'sais. Donc, c'est d'essayer d'amener les élèves à vraiment pas dépendre de l'affichage, mais dépendre de leur capacité à refaire ce chemin-là pour récupérer l'information. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire sur ce qu'on appelle l'amnésie numérique. Bien, en communément parlant, on appelle ça l'effet Google. C'est les recherches qui nous montrent que
j'ai tendance à oublier les informations que je sais que je peux avoir de manière très facile. Donc, moi, je plaide coupable à ça. Il y a des recettes que j'ai fait si souvent que je devrais connaître par cœur, mais je sais maintenant exactement quel mot taper dans mon moteur de recherche pour tomber dessus. Donc, mon effort cognitif n'est pas là pour apprendre au final le chemin pour aller à tel endroit ou la recette ou l'information que je veux avoir, parce que je sais que je peux y avoir facilement accès ailleurs. Donc, je ne fais pas l'effort de l'apprendre. Donc, il faut faire attention que nos outils qu'on veut permanents ne deviennent pas une béquille à un apprentissage que je vais faire lorsque ces outils-là ne seront plus accessibles, finalement. Mm-hmm. Il y a une question, Geneviève, dans le clavardage. Que veut dire être attentif? Ah, c'est intéressant. Oui, quand même. On a beaucoup de recherches là-dessus, en fait. On a des articles et tout ça là-dessus. Les chercheurs vont nous dire à la base qu'être attentif, c'est un processus conscient. C'est un processus qui est conscient et qui choisit. C'est la fonction de consciemment choisir de porter son regard sur quelque chose au détriment des autres choses. En ce moment-là, vous avez peut-être choisi d'être attentive ou attentif à ce qu'on disait aujourd'hui. Mais à côté de vous, là, vous avez plein de distracteurs. Là. Vous aviez votre téléphone, vous aviez plein de choses, vous êtes peut-être au bureau, il y a peut-être du monde qui passe. Mais être attentif, c'est faire le choix de faire fi des distracteurs et de porter son attention sur quelque chose. Et on le sait que dans nos classes, les distracteurs sont nombreux, autant des distracteurs externes aux élèves, du bruit, les autobus qui passent par la fenêtre, l'enseignant qui circule et tout ça. On a des distracteurs internes, j'ai chaud, j'ai faim, je me suis chicanée ce matin avec mes parents à partir pour l'école. Et tout ça peut amener des espèces de ce qu'on va appeler de la fragilité cognitive, donc les affiches dans la classe ou nos belles affiches qu'on prend sur des sites Internet où il y a des cactus partout alors que ça n'a pas vraiment rapport avec la tâche. Ben là, ça peut devenir vite des distracteurs externes. Et là, parce qu'on n'a pas de budget, on met ça en noir et blanc. Puis là, ça donne vraiment envie beaucoup d'écolorier au lieu d'être en train de faire ce que je fais. Donc, être attentif, c'est choisir consciemment de faire fi des distracteurs pour porter son attention. C'est ce qu'on appelle l'attention qui va être exogène. Alors que parfois, dans la vie, si on est en train de conduire puis qu'il arrive quelqu'un, on va avoir une forme d'attention qui, là, n'est pas consciente. Je n'ai pas le choix de porter attention. Il y a un gros bruit ou il y a une sirène. Mais dans les salles de classe, ce que les élèves ont à nous fournir comme attention, c'est de l'attention qui part d'un effort et d'un choix de faire fi des distracteurs pour porter leur attention sur nous. Voilà. Par rapport à l'affichage, Geneviève, il y a une question qui est apparue dans le clavardage en lien avec le code de correction à cocher. C'est un code de correction préfet où les élèves vont devoir cocher. Fait que là, la question, c'est, ça favorise donc pas la récupération en mémoire, même si ça fait en sorte que le même vocabulaire est utilisé puis que la démarche est refaite plusieurs fois. Donc là, pendant mon processus d'apprentissage, je vais avoir besoin de ça, puis là, on va se récupérer, c'est quoi les différentes étapes. Puis là, tranquillement, pas vite, on pourrait enlever les 2 premières, puis que moi-même, je me rappelle que la première étape, c'est de vérifier ma ponctuation, puis je vais le faire. Donc, c'est des outils hyper intéressants pour la période d'apprentissage, mais qui doivent être ce qu'Isabelle Montesino, je l'appelle le désétayage, qui doivent tranquillement, pas vite disparaître pour que l'apprenant puisse témoigner de sa compétence lui-même en se créant cet outil-là. Donc, rien n'empêche, quand il va arriver à la fin de son texte, de s'écrire, lui, à côté, « Ah oui, il va falloir que je corrige ça, que je corrige ça, que je corrige... » et que lui organise éventuellement sa correction en fonction de ce qu'on lui a enseigné. Mais si on étaye nos apprentissages en donnant des outils aux élèves, mais qu'on les laisse après tout le temps là, bien, on les rend dépendants de ces outils-là et on ne leur apprend pas à être compétents finalement et à se créer eux-mêmes ce type d'outils-là. Donc, on arrive à la fin du temps alloué pour la conférence et je vous remercie beaucoup, Geneviève et Annick. Merci à tout le monde qui était présent pour votre écoute. Bonne journée et au revoir. Merci tout le monde. Merci tout le monde.